Bonsoir à toutes et à tous, c'est parti pour une nouvelle semaine d'Accès Direct, votre rendez-vous quotidien avec l'actualité et l'information ici en Savoie-Mont-Blanc. Nous sommes le lundi 18 février 2019, c'est parti pour 45 minutes de belles rencontres. Au programme ce soir, focus sur l'association Grandir et Créer avec Sébastien Henry, le président, et Carole Imperato, la responsable de la communication. Je recevrai ensuite M. Pascal Strapazon, conseiller technique national secours en montagne, pour évoquer la problématique des avalanches. Et comme chaque lundi du sport, et ce soir, nous partirons à la découverte du Footgolf Club Gessien, le plus grand club de foot golf. Mais avant toutes les réjouissances, j'ai le plaisir d'accueillir Clémence pour les titres du journal. Salut Clémence. Salut Seb. Alors, on commence le journal cette semaine avec notamment un sujet sur les termes nationaux d'Aix-les-Bains. Oui, alors depuis plusieurs jours, les Aixois peuvent voter pour le projet qui viendra surplomber donc les termes de la ville. Trois architectes sont en lice. Leurs différentes maquettes sont d'ailleurs présentées dans les halls des termes. Et puis une aide non négligeable pour la vallée du Brévon en Haute-Savoie. Alors, après d'importants travaux, la route départementale 26 dans le Chablais vient d'être inaugurée ce lundi matin. Sécurisé et élargi, le nouveau tronçon routier est aussi une avancée vers le désenclavement du Chablais au Savoyard. Merci Clémence, on se retrouve tout à l'heure pour la revue de presse. On va parler enfance et éducation avec mes deux premiers invités, c'est la rubrique initiative. Je vous en prie, Caroline Imperato, Sébastien Henry. Alors, on me dit dans l'oreille que vous êtes aussi directrice de l'association. Exact. Bonsoir, merci d'être sur notre canapé. Pour commencer, est-ce que vous pouvez nous présenter votre association Grandir et Créer ? Alors, donc, moi, c'est Sébastien. Alors, je fais partie des premiers parents qui ont été fondateurs. En fait, c'était tout simple. On était tous parents de jeunes enfants. Et on est parti d'une envie forte que nos enfants grandissent vraiment le plus possible au contact de la nature. Et on a commencé à faire des recherches sur, tiens, qu'est-ce qui pouvait aider les enfants à passer du temps, à prendre plaisir aussi dans la nature. Et on a découvert comme ça le mouvement des forest schools, des écoles de la forêt, qui existent un peu partout dans le monde. En Scandinavie, en Allemagne, etc. Donc voilà, on a commencé à beaucoup apprendre et à monter. Chaque semaine, Caroline en parlera tout à l'heure un peu, on a commencé à proposer à des parents et des enfants de venir chaque semaine dans la nature et de se retrouver pour en profiter, pour explorer, pour partager des moments conviviaux ensemble. Donc ça a été vraiment la première initiative qu'on continue. C'est la 3e année qu'on fait ça. Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur ? Alors, c'est une bonne question. Une envie de nature aussi pour nous en tant que parents. On se rendait compte, on était passionnés de nature, mais finalement, quand on regardait le temps qu'on passait nous-mêmes en tant que parents au contact de la nature, on s'est dit, mais il n'y a pas le compte, on a envie. C'est peut-être un peu le déclencheur et voir à quel point aussi, semaine après semaine, les enfants, ça fait du bien en fait. Ça fait du bien d'être vraiment, semaine après semaine, un moment vraiment dans la nature. Alors on a de la chance à Annecy, on peut se dire la nature est partout, mais quand on regarde finalement combien de temps on passe vraiment au cœur de la nature, chaque semaine, c'est pas forcément beaucoup. Voilà, c'est une problématique qui est en plein dans l'air du temps, quand on voit le nombre d'heures passées par les adultes et aussi surtout par les enfants, devant les tablettes, devant les ordinateurs, devant les téléphones portables. Oui, il s'avère très important pour nous d'essayer de renforcer ce lien que les enfants peuvent avoir avec la nature, le lien à soi et le lien aux autres, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, voilà, il y a beaucoup d'écrans, mais également la société va très vite. Et c'est vrai qu'on souhaite vraiment que les enfants puissent revenir aux choses essentielles, donc connaître leur potentiel, gérer leurs émotions, connaître l'intelligence émotionnelle qui peut en découler. Mais aussi être en lien à la nature, ça veut dire la connaître, savoir vouloir la protéger et également savoir vouloir en prendre soin. Et enfin, le 3e point qui est le lien avec les autres. Donc c'est très important de les aider à comprendre comment collaborer, résoudre des conflits dans cette société qui va très très vite et qui change avec un avenir incertain. On a ces 3 liens qui sont pour nous très très importants et on souhaite venir en soutien des éducateurs pour pouvoir permettre de renforcer ce lien à la nature, à soi et aux autres dans l'esprit de nos enfants. Alors vous militez pour le développement de l'autonomie, de la responsabilité des enfants. Ça aussi, c'est deux notions très importantes. On essaie justement dans la nature de leur montrer qu'il y a beaucoup de choses qu'ils peuvent faire, pour lesquelles ils peuvent prendre leur autonomie. Donc on est là pour les accompagner. Et quelque chose qui est vraiment important pour nous, on n'a pas du tout la prétention d'avoir inventé quoi que ce soit ou réinventé quoi que ce soit. Une des grandes de nos plus belles découvertes depuis 3 ans, c'était de voir qu'il y avait plein de professionnels du monde de l'éducation, des enseignants, des éducateurs, des animateurs, qui avaient des envies similaires, qui faisaient déjà plein de belles choses. Et on s'est dit, on n'est pas contre du tout ce qui se fait déjà. Au contraire, un des axes clés de l'association, c'est de mettre en lien les gens qui ont une envie similaire, des professionnels d'éducation, des parents, qui ont envie de collectivement faire en sorte que les enfants, le plus grand nombre d'enfants possible, aient une chance de passer plus de temps dans la nature, d'apprendre à prendre soin de leurs ressources et puis d'apprendre à coopérer avec les autres. Et voilà, on considère qu'on apporte notre petite pierre, notre petite contribution. Il y en a plein d'autres qui font des choses. Et donc, travaillons ensemble le plus possible. Et ça fait des rencontres magnifiques. En fait. Est-ce qu'il n'y a pas un petit peu de méthode Montessori dans ça, dans ce que vous me présentez ?
Vu de l'extérieur, en tout cas, ça peut ressembler un petit peu Alors, sur certains points. On utilise certaines techniques éducatives tirées du mouvement Montessori. On n'est pas du tout des spécialistes de ce mouvement-là, qu'on respecte beaucoup par ailleurs. Personnellement, j'ai remarqué que la place de la nature dans l'approche Montessori, ça dépend des écoles en fait. Voilà. Mais en tout cas, nous, on parlera peut-être toujours d'un projet d'école qu'on a. Un des principaux axes qu'on veut pour cette école, c'est que la moitié du temps soit passé dans la nature. Voilà, et ça, c'est un petit peu nouveau par rapport à d'autres écoles. Mais je pense qu'il y a de la place pour chacun. Chaque pédagogie a sa spécificité. Nous, on est particulièrement inspirés par le mouvement des forest schools, justement, des écoles de la forêt, dans lesquelles la plupart du temps est passé au contact de la nature. Le mouvement traditionnel aujourd'hui, le système de l'éducation traditionnelle, il n'y a pas assez de place à la nature selon vous? Effectivement, en fait, ça pose question. Enfin, moi, je suis maman et j'ai un enfant qui ne rentre pas dans les cases, qui n'est jamais rentré dans les cases dans le système classique. Donc, on s'est rendu compte qu'on avait besoin, à travers des ateliers que l'association propose, qui ramènent le lien à soi, qui ramènent le lien aux autres, qui permettent d'avoir plus de temps dans la nature. C'est vraiment primordial. Et quelque part, ce qu'on propose nous aujourd'hui, c'est donc de créer un centre de ressources pour donc les parents, les enfants et les enseignants, en proposant des ateliers donc parents-enfants dans la nature, en proposant des ateliers périscolaires, en proposant Des formations également. Des formations pour les professionnels de l'éducation qui aident justement à la communication non violente. Donc on a une formation notamment au mois de mai. On en a une également sur l'autorité éducative. Et on va également faire des projections débats. Il y en a une qui va se dérouler à la Turbine donc le 14 mars. C'est le documentaire Une idée folle qui justement étudie et qui est allé voir plusieurs établissements publics et privés et dans lesquels on a des pratiques qui enseignent plus d'empathie, de coopération. Donc on ne dit pas que dans le système classique, il n'y en a pas. Disons qu'on peut y en avoir plus et qu'en fait, les personnes ont besoin de formation. On a besoin d'aider les professionnels de l'éducation dans ce sens-là. On a besoin également de créer, on a des jeux coopératifs que l'on crée également avec la MJC DTEP. Donc on essaye d'œuvrer pour pouvoir proposer des ateliers qui vont justement proposer plus d'empathie, d'éducation à la paix, également tout ce qui est susciter la créativité des enfants et également de savoir être ensemble dans la nature. À la rentrée 2019, vous prévoyez d'ouvrir une école expérimentale. Qu'est-ce qu'elle aura de plus? Alors, d'abord, c'est un projet. En plus de ce côté rapport à la nature. Il y aura vraiment au cœur. Alors, tout d'abord, le régime pour la création des écoles a changé maintenant depuis l'année dernière. Donc, l'autorisation est encore en cours, en fait. Voilà, donc, on travaille dur pour cela, créer un lien de confiance avec les autorités. Mais si tout se passe bien, donc il y aura, oui, cette ouverture. Et avec, au cœur du projet pédagogique, la moitié du temps passé dans la nature. Donc 2 jours par semaine, vraiment dans la nature, on aura un site. On aura deux sites, en fait, un site au cœur d'Annecy et un site au bord de forêt en périphérie d'Annecy pour que les enfants puissent avoir, on va appeler ça un espace des villes et un espace des champs. Voilà. Donc ça va être, je pense, un des points caractéristiques de l'école. Il y a d'ailleurs des réunions d'information. Il y a encore une réunion d'information par rapport à cette école qui est prévue le 11 mars prochain. 11 mars, ouais. Voilà, mais bien sûr, donc l'école, c'est une chose, mais on a l'association Grandir et Créer avec ce centre de ressources qui est plus pour plus d'enfants. Une dernière chose, l'objectif au final, c'est de faire d'Annecy un territoire éducatif innovant. Qu'est-ce que ça signifie? Alors, on va dire, peut-être on peut dire, nous, on emploie plus l'expression contribuer, parce qu'il y a plein de gens qui innovent déjà. Donc, encore une fois, je parlais des profs, des enseignants plus largement, des éducateurs, des animateurs. Il y a plein de gens qui innovent déjà. Et on veut juste apporter notre contribution supplémentaire et surtout mettre en lien, une des grandes fonctions de l'association maintenant, c'est de mettre en lien ces gens formidables, enseignants, éducateurs, animateurs, qui font plein de choses, mais qui ne connaissent pas forcément ce qui se fait dans l'établissement d'à côté, ce qui se fait dans d'autres classes d'âge, et inviter les gens à se rassembler, à partager leur innovation. Et là, prochainement, on va inviter une directrice d'école publique à témoigner de ce qu'elle fait. C'est assez passionnant. Exactement, mais il existe des labels éco-école, donc on va essayer d'aider à mettre en place en fait, des réunions et des rencontres pour que justement ces personnes-là qui essayent d'innover puissent partager leur expérience, témoigner de comment ils ont fait, comment ça s'est passé, de façon à ce que ça puisse inspirer d'autres personnes, d'autres directeurs d'école qui souhaiteraient faire la même chose. Et c'était vraiment très très important. Donc on a cette rencontre-là de prévue et également des cafés pédagogiques dans lesquels les professionnels de l'éducation peuvent discuter. C'est un temps de partage et d'écoute afin qu'ils puissent se sentir aussi inspirés et puis partager leur expérience. Merci beaucoup en tout cas. Ouais, merci de nous avoir invités. À très bientôt. Au revoir. Bonne continuation pour l'association. Merci. Allez, Clémence est de retour pour la revue de presse. Je te laisse t'installer. J'arrive tout de suite, je suis là. Alors on commence avec une mésaventure pour 33 skieurs.
Exactement, 33 personnes qui ont dû être évacuées d'un télésiège en panne vendredi dernier. Alors ça s'est passé dans la station de Saint-Colomban des Villards. On a tous en tête, enfin moi surtout quand je vois ça. Petite dédicace à Jean-Claude Duss. Exactement, les Français font du ski quand on réveille. Enfin bref, je ne vais pas la chanter de toute façon. Donc la panne serait due à un problème électrique. D'autres pisteurs des pisteurs en fait sont venus les secourir. Et d'autres pisteurs de la station voisine de la Toussuire sont également venus en renfort, ainsi qu'un peloton de gendarmerie de haute montagne qui est intervenu quand même avec un hélicoptère pour élitreiller les skieurs coincés dans la partie la plus raide du télésiège. L'opération s'est déroulée dans le calme, plus de peur que de mal. Il n'y a eu aucun blessé, donc l'opération a pris à peu près 2 heures pour pouvoir évacuer les 33 personnes qui étaient présentes sur les télésièges. Et en plus de ces 33 personnes, 130 skieurs sont restés bloqués au pied des pistes, en fait au pied du télésiège tout simplement, faute de pouvoir faire la liaison pour rejoindre leur station, puisque c'est le seul télésiège qui relie la station et la partie haute du domaine skiable Décibel. Donc 130 personnes sont restées au pied du télésiège. Elles ont été raccompagnées par des bus, 1 heure de bus quand même. Ça va plus vite en ski qu'en bus, il faut le dire. Donc le télésiège maintenant est à nouveau en service, heureusement pour la station en cette période de vacances. Et puis un pari un peu fou pour un vigneron savoyard. Oui, alors je prends un petit peu d'avance pour cette revue de presse-là, mais avec le temps estival qu'on a eu ce week-end, ça m'a donné envie de voir les beaux jours revenir. Qui dit beau jour dit tournoi de pétanque apéro, en tout cas moi c'est comme ça que je les vois. Et donc c'est d'un apéro justement qu'il s'agit. Ce sera le dimanche 12 juillet 2020, voilà je t'ai dit, je prends quand même un petit peu d'avance. Alors pourquoi un apéro? Pour fêter les 140 ans du domaine Duprat à Apremont en Savoie. Jérémy Duprat, vigneron, propose de réunir, attention, 5000 personnes. Rien que ça. 5000 personnes au sommet du Granier dans le massif de la Chartreuse pour un apéro géant. Ce sera le plus grand apéro du monde de montagne. Et pour y parvenir et être inscrit dans le livre Guinness des records, il faut réunir au moins 3500 personnes. L'invitation sera diffusée sur les réseaux sociaux. Donc bloquez votre 12 juillet 2020 si vous voulez participer à un nouveau record du monde assez insolite pour celui-là. Voilà, c'était ma revue de presse. Et toi, par contre, Seb, ce soir, tu nous parles d'abord du Festival du film international sur les droits humains. Oui, la 17e édition de ce festival qui aura lieu du 8 au 17 mars prochain du côté de Genève. 47 films de résistance seront présentés. Et cette année, la question de l'identité suisse sera au cœur des discussions. Plusieurs invités de marque seront attendus, notamment l'acteur américain Forest Whitaker, qu'on voit en photo, qui milite, qui œuvre surtout au Sud-Soudan, ou encore un écrivain, l'écrivain italien Roberto Saviano, auteur du fameux Gomorra. Ces deux-là devraient intervenir. La liste est très longue, donc ça devrait donner de très très beaux débats, très animés avec la question de l'identité suisse. Et maintenant, un butin un peu particulier. Oui, non? tu en as parlé la semaine dernière, Oui. une série de cambriolages dans le bassin annécien, dans le bassin annécien. Afin de retrouver donc les propriétaires des objets volés, les gendarmes d'Annecy et de Groisy organisent des journées de présentation de marchandises, comme on peut voir sur cette photo. Parmi ces objets, on peut voir des montres, des appareils photo, des ordinateurs, des vêtements de luxe ou encore des bijoux. Donc toutes les personnes qui ont été victimes de cambriolage dans cette période, dans cette zone, sont donc attendues à la brigade de gendarmerie de Groisy les 23 et 27 février prochains, de 9h à midi et de 15h à 17h30 pour venir récupérer leurs biens. C'est une belle initiative de la part de la gendarmerie. On espère que ces objets retrouveront leurs propriétaires surtout. Merci Clémence, tu reviens tout à l'heure pour le rappel des titres. On passe à notre rubrique dans l'actu. Je vous en prie, bonjour, bonsoir. Bonsoir. Lieutenant Pascal Strapazon, conseiller technique national spécialisé en secours en montagne au SDIS de Haute-Savoie. En quoi consiste votre rôle très précisément? Eh bien, comme indiqué dans le titre, mon rôle est principalement le conseil auprès de mon directeur et de la chaîne de commandement qui est constituée au sein du SDIS 74 concernant la partie secours en montagne, la montagne et secours en montagne. Alors, on va parler de prévention en cas d'avalanche. On est en pleine période de vacances scolaires. J'imagine que c'est une période que vous redoutez un petit peu, surtout quand il y a un risque d'avalanche avec les nombreux skieurs sur les pistes ou hors piste. Voilà, alors le risque d'avalanche concerne les secteurs dits de montagne en dehors des pistes balisées et sécurisées. Puisque là, le travail des pisteurs est important et ils sont là pour préparer le terrain et sécuriser tout le domaine skiable. Effectivement, en période de vacances, on a un peu plus de pratique du ski de montagne sous toutes ses formes, que ce soit la montée à la descente ou du ski de freeride au départ même de certaines remontées mécaniques, mais hors du domaine skiable. Et nous sommes préparés et prêts à intervenir pour des éventuelles avalanches.
Le nombre élevé de victimes après des avalanches, il est dû à quoi selon vous? Un manque de préparation, un mauvais équipement, une méconnaissance du milieu? J'imagine peut-être un petit peu de ces trois facteurs. Oui, alors Notamment c'est un mélange qui est, je dirais, qu'il faut bien étudier au cas par cas parce qu'on ne peut pas faire de généralité sur les cas d'avalanche qui se sont produits. Il y a peut-être parfois une méconnaissance du terrain pour certains cas. Il y a les dangers ou la partie objective de la montagne que l'on ne peut pas forcément toujours prévoir. Hein. Et puis des situations qui font qu'à cet endroit-là, à ce moment-là, on a eu une situation qui a fait que l'avalanche s'est déclenchée alors que, on va dire que pourtant, pas mal de précautions avaient été prises au préalable. Justement, quelles sont les principales précautions à prendre en cas de sortie en montagne? Alors, sur le domaine de la montagne, il faut bien évidemment d'abord connaître l'itinéraire que l'on va emprunter, savoir s'il est adapté à la situation nivologique du jour et à notre niveau technique. La situation nivologique, on peut la savoir en consultant les bulletins d'estimation des risques d'avalanche qui sont édités par Météo France tous les jours et en prenant aussi des renseignements auprès des personnes compétentes, des professionnels de la montagne, pour savoir si effectivement il est opportun ou pas de se rendre dans ce secteur qui peut être dangereux suivant la période ou la composition des personnes qui vont se rendre sur ce domaine, quoi. On a l'impression que les personnes impliquées dans ces avalanches, elles ne sont pas forcément toutes conscientes du danger qu'elles courent. Bah, ça va avec, oui, enfin, tout va de pair, c'est-à-dire que les personnes qui se font surprendre par une avalanche, en n'imaginant même pas que cela puisse produire sur le terrain sur lequel elles sont, et bien effectivement, ça fait partie des gens qui ne connaissent pas forcément la neige et ses dangers, et qui se trouvent là au mauvais endroit, au mauvais moment. Après, comme je vous le dis, on a la neige, voilà, c'est une science qui est très compliquée. Tout sauf exact. Le risque zéro n'existe pas. On a, je dirais, dans une carrière de professionnel de la montagne, bien souvent frôlé des situations un petit peu délicates, y compris en matière d'avalanche, y compris en ayant toutes les connaissances et pris toutes les précautions. Alors, est-ce que le réflexe de prendre avec soi un DVA, un détecteur de victimes d'avalanche, est-ce que les gens, aujourd'hui, en 2019, est-ce que ce réflexe, ils l'ont? Alors, plus qu'un réflexe, c'est une obligation. Une obligation. Voilà, et non pas que le détecteur de victimes d'avalanche, il faut le triptyque, DVA, pelle et sonde, parce qu'avec un DVA, effectivement, on va retrouver une victime. Maintenant, sans pelle, on ne pourra jamais la sortir. Et ça, c'est encore quelque chose qui est... Voilà, c'est quelque chose qui est bien passé maintenant. Les personnes qui pratiquent le ski de montagne, je disais que ce soit du freeride, soit du ski de montagne montée-descente. Elles ont tout cet équipement. Aujourd'hui, on a quand même une majorité de personnes, je dirais, pour ne pas dire, oui, on frôle quand même les 100% de personnes qui sont équipées. On trouve encore, de manière, je dirais, épiphénoménique, des personnes qui, effectivement, n'ont pas pris le soin de s'équiper. Puis il y a d'autres moyens, hein, il y a des sacs airbag maintenant qui, voilà. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est que tous ces matériels de sécurité personnelle n'empêcheront pas l'avalanche. C'est un plus, soit pour être personnellement protégé, soit également pour porter secours rapidement aux amis ou aux personnes qui nous accompagnent. On sait que les premières minutes sont les plus importantes. Hein. Au bout de 15 minutes sous la neige, les chances de survie diminuent considérablement. Commence à diminuer considérablement, effectivement. Donc, il faut tout mettre en œuvre pour pouvoir, je dirais, s'en sortir ou sortir ses amis, si on est témoin d'une avalanche, être opérationnel et actif très rapidement. C'est pour ça qu'on dit toujours que les premiers acteurs du secours, ce sont les gens qui participent à la sortie, hein, soit les amis, soit des membres du groupe, soit des témoins qui sont immédiatement sur les lieux. Et c'est grâce à ces personnes qu'on pourra sortir, récupérer des personnes ensevelies dans le meilleur état possible. D'où l'importance d'être formé au matériel que l'on emmène également.
Merci beaucoup, Pascal Strapazon, d'avoir ce petit état des lieux sur le risque d'avalanche. beaucoup. Merci à vous. Allez, comme chaque lundi, on termine cette première partie avec du sport. Et ce soir, on va découvrir, c'est aussi la vocation de cette émission, on va découvrir une discipline assez méconnue, il faut bien l'avouer, en France, avec mes deux invités, Thomas Guyot, Charlie Martin. Vous faites partie du Foot Golf Club Gessien, c'est pas facile à dire. C'est ça. Alors, comme son nom l'indique, le foot golf, c'est un mix entre le foot et le golf. C'est ça, effectivement. En fait, on est beaucoup plus proche du golf. C'est-à-dire que c'est vraiment comme le golf, sauf qu'on tire avec nos pieds dans un ballon de foot. Et le but est de viser un trou qui fait à peu près 56 cm de diamètre. D'où il vient ce sport? Il a été créé aux Pays-Bas en 2009. Ah, donc c'est très récent. Très récent. Beaucoup de pays s'y sont mis tout de suite en 2009, en Suisse, en Hongrie. Et en France, c'est arrivé en 2014. Alors le but, vous le disiez, c'est donc comme au golf, on met le ballon dans le trou en moins de tentatives possible. Moins de coups possible. Et puis celui qui se trouve dans le par le plus négatif remporte la compétition. On a en simple et après on a en double. C'est-à-dire chacun tire le ballon jusqu'à qu'il arrive dans le trou en moins de coups possible. Alors les Français brillent, on peut dire, dans cette discipline, puisque depuis le mois de décembre 2018, donc il n'y a pas longtemps, nous sommes champions du monde, avec 4 joueurs de chez vous. Effectivement, oui. Comme je disais, le sport est arrivé en France en 2014. Il y avait une première Coupe du Monde déjà en 2012, à laquelle, bien sûr, on n'a pas participé. En 2016, il y a eu une deuxième Coupe du Monde, mais assez tôt dans l'année. Donc la France était encore un petit peu jeune dans le sport et a terminé 9e. Et en 2018, il y a eu donc la troisième Coupe du Monde organisée en partenariat entre la France et le Maroc, donc à Marrakech. Et effectivement, en France, le sport s'est développé tellement vite que le niveau a très bien évolué. Et la France est devenue champion du monde avec 4 membres du club. Qu'est-ce que ça fait justement de compter dans ces rangs 4 champions du monde? J'imagine qu'il y a une grosse fierté. C'est une fierté déjà. Et puis on est content de jouer avec eux parce qu'on sait qu'on va tirer de l'expérience de ces joueurs-là. Parce qu'à chaque fois en France, quand ils jouent en France, c'est des joueurs qu'on va trouver dans le top 10, même top 5 à chaque fois. Et nous, on essaie de s'accrocher à ça pour pouvoir espérer une victoire ou un podium. Parce que vu que le niveau augmente, c'est de plus en plus dur d'avoir une bonne place au classement général. Comment on peut expliquer le fait que ce sport connaisse un tel essor en France? Je pense que c'est un sport déjà qui est très ludique. Mine de rien, taper dans un ballon, déjà le foot est un sport très populaire. Et taper dans un ballon, on le fait assez facilement. On le voit d'ailleurs au niveau des golfs qui ont ouvert des parcours de foot golf. Ils ont beaucoup de clients qui sont des familles, qui viennent entre amis, en famille, même des CE d'entreprise. Et du coup, on se prend très vite au jeu. Et puis après, je pense qu'en France, on a mine de rien un esprit assez compétitif. Et du coup, on se prend vite au jeu. Et après, on essaye vite d'être meilleur et de se dépasser. Comment vous êtes arrivé au foot golf? C'est par rapport aux Suisses. Parce que les Suisses, c'est eux qui, aux alentours, qui ont commencé à faire du foot golf. Et de là, ça nous a intéressés parce qu'il y a un parcours sur Saint-Sergue, notre premier parcours. Et là, on a pris un plaisir à jouer et on a recherché si en France ça existait. La première année, il y avait 5-6 étapes, beaucoup moins connues. On était une trentaine. Maintenant, on compte 1000 personnes qui participent. Et là, maintenant, la compétition, elle a grossi et puis tout le monde se prend à la compétition, quoi. Et donc, alors, on le disait tout à l'heure, avant de préparer l'émission, que ça se joue sur une année civile. Il y a plusieurs étapes, un peu partout en France, avec une finale. Et le club que vous représentez, donc le Foot Golf Club Gessien, est champion de France depuis 4 ans. C'est le meilleur club français depuis 4 ans. C'est ça. En fait, en 2014, comme le disait Thomas, c'était encore un très jeune sport, c'était plutôt individuel. Et fin 2014, le Foot Golf Club Gessien a été créé, donc le tout premier club à être créé en France. Et du coup, de là, en 2015, ils ont décidé de créer une compétition par club. En fait, c'est-à-dire que chaque point marqué en individuel ou en équipe, en double, rapporte des points au club. Et après, du coup, on a un classement comme ça. Et donc, depuis 2015, on est le seul club à avoir été champion de France depuis le début. Donc, on est 4 fois champion de France. Même si ça devient de plus en plus dur parce que, mine de rien, le Pays de Gex, c'est à peu près 90 000 habitants. On a face à nous des clubs sur Lyon, sur Marseille, sur Paris, qui ont donc un gros bassin de population et qui commencent à rivaliser de plus en plus. Et ça va devenir très dur de rester en haut. Vous avez même disputé l'équivalent de la Ligue des Champions. Exactement, oui. C'était en août, à Augerville, à côté de Paris. Là, c'était vraiment que des clubs français. Pas de club européen était venu. Mais on a eu la finale contre Marseille, vraiment notre adversaire principal, avec des bons joueurs. Et malheureusement, on l'a perdu. Mais c'est pas grave, ça a été partie remise cet hiver à la finale à Marrakech, où on a pu les battre pour la Coupe de France. Alors, on voit sur les images, c'est un sport qui se pratique avec un certain style vestimentaire. Là, on oublie le shirt, on oublie les crampons, on oublie les protège-tibias. Alors effectivement, on a un certain dress code à respecter. Donc déjà, polo,
Ensuite, Bermuda. Pas de short de foot, pas de maillot de foot. Des chaussettes montantes. Après, c'est vrai qu'on essaie d'adopter le style jacquard pour un petit peu rendre hommage au début du golf. Et après, au niveau des chaussures, donc c'est des chaussures de foot avec les crampons le minimum possible pour terrain synthétique, pas plus. Et après, en plus, on a le petit accessoire, béret ou casquette. Voilà, On reste quand même dans l'univers du golf. Voilà, on reste beaucoup dans l'univers du golf. Voilà, comme je disais tout à l'heure, c'est très proche du golf au niveau du vocabulaire, au niveau de l'éthique et tout ça, on essaie d'être très proche du golf. Alors pour briller au foot golf, est-ce qu'il vaut mieux être footballeur ou golfeur? Les deux. Vous pratiquez ces disciplines avant de vous mettre au foot golf? Le golf ou le foot? Moi, je pratiquais que le foot. Je me suis mis un peu au golf. Je vais dire que le golf permet en fait de voir des trajectoires qu'on n'imagine pas au foot. Quand on arrive les premières fois sur un golf, en jouant au foot golf, on pense qu'il faut tirer bêtement dans un ballon. Non, en fait, après, il faut savoir doser sa balle, voir le terrain, comment on est sur le terrain. Et puis là, on doit jouer avec ça. Donc, je pense qu'il faut avoir un accord avec les deux, un peu de golf et du foot. Et être quand même bon footballeur, avoir un bon toucher de ballon quand même. L'objectif là, pour la prochaine saison, alors j'imagine, même si vous l'aviez, la concurrence est de plus en plus féroce. L'objectif, c'est la place de 5, un 5e titre de champion de France. La saison commence dans à peu près un mois. C'est ça, la saison commence le 9 mars par une étape à Toulouse. Non, pas à Toulouse, 16 mars à Toulouse, pardon. Il y a une trentaine d'étapes dans la saison. On va essayer de participer à quasiment toutes les étapes en essayant d'envoyer au moins quelques joueurs à chaque étape. Et donc ça va se terminer fin novembre, début décembre par la finale. Donc cette année, elle sera en Tunisie. Et effectivement, l'objectif du club, être une 5e fois champion de France en club. Après, en individuel, on a 2 joueurs qui ont été champions de France, Nicolas Cousin en 2014 et en 2015, et Alexandre Rich en 2016. Depuis, on a en individuel et en Petite équipe, disette. voilà, une petite dizaine. Donc, on aimerait aussi de nouveau avoir Ce titre ouais. en individuel. Merci beaucoup, messieurs. Bon vent au Foot Golf Club. Décidément, j'ai un petit peu de mal. Merci à vous. Merci bien. Avant d'accueillir, je vous invite à rejoindre la régie. Avant d'accueillir Clémence pour le rappel des titres, quelques résultats, notamment le Bornandin Benjamin Davier, que nous avons reçu sur ce plateau ici sur Accès Direct, s'est illustré ce week-end lors des championnats du monde handisport qui se déroulent actuellement au Canada. Il a remporté l'épreuve de 12,5 km demi-distance en position debout en biathlon et il s'est même offert un doublé avec une 2e médaille d'or ce dimanche en 10 km sprint en ski de fond. Un grand bravo à lui. Et de son côté, là aussi félicitations au Morzinois Anthony Chalençon et son guide Simon Valverde qui décroche la médaille de bronze en catégorie malvoyant. Et puis les championnats du monde de ski alpin se sont achevés à Åre en Suède pour l'équipe de France. Un bon bilan avec 3 médailles, une en or sur le combiné alpin pour Alexis Pinturo, une en argent pour Johan Claret en descente pour sa tournée d'adieu, et enfin le bronze pour ce même Alexis Pinturo en géant. Donc voilà, un bon bilan pour l'équipe de France. On aurait aimé avoir une médaille du côté des filles. C'est bon, c'est parti pour Clémence pour le rappel des titres. Alors, on parlera notamment de l'avenir des thermes nationaux d'Aix-les-Bains. Et oui, puisque depuis plusieurs jours, les Aixois peuvent voter pour un projet qui viendra réhabiliter et rénover les thermes de la ville. 3 architectes sont en lice et ils proposent en fait différentes maquettes qui sont d'ailleurs présentées dans le hall des thermes d'Aix-les-Bains. Et puis le département de Haute-Savoie qui vient en aide à la vallée du Brévon. Oui, après d'importants travaux, la route départementale 26 dans le Chablais vient d'être inaugurée ce lundi matin. Sécurisée et élargie, le nouveau tronçon routier est aussi une avancée vers le désenclavement Chablais au Savoyard. Merci beaucoup Clémence, on se retrouve dans quelques minutes pour le journal de 8 Mont-Blanc. Ne quittez pas.